Plongeons dans l'histoire méconnue de cette dépendance, pour comprendre comment elle s'est installée. Ce passé éclaire le pari risqué, mais vital, du Burkina Faso aujourd'hui. Mais si elle réussit, ce sera une renaissance, une démonstration de force et de liberté. Nourrir son peuple avec ses propres rivières, voilà peut-être l'acte fondateur d'une nouvelle indépendance. Ici, chaque poisson remis à l'eau devient un symbole de résistance, un pas vers la souveraineté alimentaire. Pour mesurer vraiment ce qui se joue, il faut remonter aux racines de la dépendance alimentaire burkinabé. Mais derrière l'euphorie, la même question tourmente chacun. Pourquoi mobiliser autant d'énergie pour des poissons alors que les routes sont criblées de trous, que les hôpitaux manquent de tout, que l'électricité est un privilège pour tant de familles? Faut-il y voir une extravagance, une opération destinée aux caméras, ou le pari secret d'un gouvernement qui joue son va-tout? Car les enjeux dépassent la simple pêche. Si cette opération échoue, le Burkina Faso sacrifiera bien plus que de l'argent. Il risque la confiance de son peuple et le reste du continent. Depuis plus de 40 ans, les marchés du Burkina Faso sont envahis de poissons congelés venus d'ailleurs. Sous plastique, ces tilapias et carpes traversent des continents avant de finir dans les marmites locales, vendues à des prix inaccessibles pour beaucoup. Cette abondance factice masque une réalité brutale. Le pays dépend de l'extérieur pour se nourrir, exposé à chaque crise mondiale, livré aux fluctuations des prix et aux décisions des autres. Et si l'avenir d'un pays se jouait sur la fragile écaille d'un poisson? Imaginez la scène. En une seule journée, le Burkina Faso déverse 150 tonnes de poissons vivants dans ses rivières. Oui, 150 tonnes, pas une de moins. Un acte spectaculaire, presque irréel. Des militaires en uniforme, alignés, veillent au bon déroulement. Les habitants, rassemblés sur les berges, acclament chaque vague argentée qui surgit dans l'eau. Des caméras captent la magie. Des rivières jadis silencieuses s'animent soudain, envahies de tilapia, de carpes, de silures. C'est un souffle de vie, une marée d'espoir qui traverse le pays. Autrefois, les rivières burkinabè abondaient de vie. Mais la surpêche, la sécheresse et l'oubli les ont réduites au silence. Les marchés ont vu disparaître les poissons frais du pays, remplacés par des caisses froides et anonymes. À chaque bouchée, c'est le souvenir d'une autonomie perdue qui revient, et la sensation douloureuse d'un choix confisqué. Année après année, les gouvernements ont baissé les bras. Le pays, enclavé, aride, semblait condamné à la dépendance. C'est ainsi, répétait-il, comme une fatalité. Cette résignation a creusé un gouffre entre la terre et ceux qui l'habitent, laissant la faim s'installer dans des villages entiers. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré fait irruption. Là où beaucoup ne voient qu'un mur, il perçoit un défi vital. Il refuse la logique néocoloniale et proclame que chaque poisson réintroduit dans une rivière burkinabè est un acte politique, un geste de résistance contre la soumission alimentaire. Les conséquences de cette dépendance vont bien au-delà de la simple alimentation. Elles touchent l'économie locale, réduite à l'état de spectatrice. Les pêcheurs traditionnels ont déserté les berges, découragés par la concurrence des importations. Les artisans qui fabriquaient filets et pirogues se sont reconvertis dans d'autres métiers. Dans certaines régions, on a vu des villages entiers se vider, les jeunes partant vers les villes ou à l'étranger, faute de débouchés. Pour bien comprendre l'ampleur de la dépendance, il suffit de se promener dans les marchés de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso ou de Koudougou. Là, les étals débordent de poissons congelés venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire ou même de Norvège. On y voit des caisses portant des inscriptions en anglais, en suédois ou en chinois, preuve que la chaîne d'approvisionnement s'étend sur des milliers de kilomètres. Parfois, les commerçants racontent comment, lors de la pandémie, les camions sont restés bloqués à la frontière. Et comment, du jour au lendemain, le poisson a disparu des marchés, laissant des familles entières sans source de protéines. Pour Traoré, relâcher des poissons, c'est beaucoup plus qu'une opération écologique. C'est rendre la parole aux rivières, redonner de l'espoir aux villages et affirmer que nourrir son peuple avec ses propres ressources est un droit fondamental. Chaque poisson devient le symbole d'un combat pour la souveraineté, aussi fort qu'un discours ou un traité. Sa vision est radicale. Il s'agit de rompre avec la dépendance, de restaurer la dignité nationale et de faire de l'autonomie alimentaire un pilier du Burkina Faso. Nourrir le pays n'est plus une affaire de survie, mais une question d'honneur collectif.
Mais la renaissance des rivières n'est que la première étape. L'ambition de Traoré va bien plus loin. Il veut prouver que le Burkina Faso peut devenir un exemple pour toute l'Afrique. Lâcher des centaines de milliers de poissons ne suffit pas. La vraie bataille se joue contre les forces invisibles qui maintiennent le pays dans la dépendance. Les premiers poissons ne sont qu'un début. Pour que la renaissance soit réelle, il faudra transformer tout un système, au-delà des symboles. Mais l'enjeu va bien au-delà des filets de pêche. Continuer à importer, c'est accepter de rester vulnérable face aux caprices du marché mondial, aux pressions étrangères et à la menace de la faim. Choisir l'indépendance, c'est aussi prendre le risque de défier les intérêts établis et d'affronter des tempêtes économiques. Ce convoi singulier n'est pas qu'une livraison, c'est un pari national, un acte de rupture. Le pays s'affiche, devant le monde entier, prêt à miser sur sa propre abondance. Les enjeux sont clairs, raviver la vie, retrouver la souveraineté alimentaire, montrer qu'il est possible de nourrir sa population sans dépendre de cargaisons venues de loin. Rapidement, les premiers signes de transformation surgissent. Sur les berges, les pêcheurs reviennent, les filets frémissent à la surface. Les marchés, autrefois saturés de poissons importés et congelés, se colorent à nouveau de prises fraîches. Les familles redécouvrent le goût du poisson local et la fierté s'insinue dans les conversations. Ce n'est pas qu'une question de protéines, c'est la preuve que l'on peut se relever, que la vie peut renaître là où tout semblait stérile. Lorsque les camions blindés traversent les villages, ils n'apportent pas d'armes, mais des centaines de caisses grouillantes de poissons vivants. Tilapia, carpe, poisson-chat. Chaque espèce est choisie pour ses vertus stratégiques. Le tilapia, champion de la reproduction, promet de repeupler les rivières en quelques semaines. La carpe, solide et adaptable, résiste aux eaux capricieuses et aux sécheresses. Le poisson-chat, cuirassé naturel, incarne la résilience face aux pires conditions du Sahel. Pour saisir la portée de ce geste, rappelons-nous d'autres moments où des nations ont tenté de retrouver l'autonomie alimentaire. Dans les années 60, la Corée du Sud, sortant de la guerre, a massivement investi dans l'irrigation du riz et la formation de ses agriculteurs. En un quart de siècle, elle est passée du statut d'importateur chronique à celui d'exportateur. Au Brésil, dans les années 80, le gouvernement a mené une révolution verte en adaptant les semences à ces sols tropicaux, transformant le pays en géant agricole. Dans chaque cas, il y a eu au début des doutes, des erreurs, des pertes, mais la persévérance et la volonté collective ont fini par triompher. Le débat enfle, les tensions montent. S'agit-il d'une révolution alimentaire capable d'inspirer l'Afrique ou d'une parenthèse vouée à s'éteindre dès la première crise? L'enjeu est immense. Si la stratégie échoue, le ridicule menace, et le pays risque de perdre la crédibilité durement acquise, retombant dans l'ombre des importations. Dans le village de Sabou, par exemple, les habitants témoignent que les enfants, qui auparavant souffraient de carences, mangent désormais régulièrement du poisson frais. Une coopérative de femmes s'est créée pour transformer le poisson en produits fumés, vendus dans les marchés voisins. À Bagré, les anciens racontent comment, 30 ans plus tôt, ils pêchaient le silure à la main. Aujourd'hui, ils transmettent à la nouvelle génération les savoirs oubliés, la fabrication des nasses, la lecture des courants, le respect des périodes de repos biologiques. Pour transformer l'exploit en système durable, il faudra dépasser le symbole, affronter les défis de la gestion, de la formation et de l'équilibre écologique. Le prochain cap décidera si cette renaissance reste un exploit isolé ou devient la nouvelle norme. Mais déjà, dans les coulisses, de nouveaux obstacles se dressent. Les premiers signes d'une résistance inattendue commencent à apparaître, testant la volonté du pays. Pourtant, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. À l'étranger, certains médias dénoncent une mascarade politique, un écran de fumée destiné à masquer les difficultés persistantes. Dans le pays, la critique enfle. Est-ce une renaissance authentique ou une illusion passagère qui masque la fragilité des infrastructures et la dépendance technologique? Certains redoutent que la dépendance ne change simplement de forme, passant de l'importation de poissons à celle de matériel ou de savoir-faire étrangers si les espèces introduites échouent à s'adapter durablement. Et si la marée de poissons surgie du Burkina Faso annonçait, en silence, une révolution qui s'étendrait sur tout un continent? Ce qui n'était qu'un frémissement dans les rivières d'Afrique de l'Ouest devient, sous nos yeux, une promesse d'éveil régional. Rapidement, la nouvelle franchit les frontières. Au Mali, au Niger, au Togo, les ambassades s'agitent, des délégations accourent pour comprendre ce miracle aquatique qui défie la fatalité de la dépendance alimentaire.
Prenons l'exemple d'autres pays africains ayant tenté des expériences similaires. Le Sénégal, dans les années 2000, a mené une vaste campagne de repeuplement des lagunes autour de Saint-Louis. Les premiers résultats furent encourageants, mais sans suivi, la surpêche et le manque de surveillance ont rapidement anéanti les efforts. Au Zimbabwe, l'introduction massive de tilapia dans les barrages a permis d'améliorer la sécurité alimentaire, mais a aussi provoqué des déséquilibres écologiques mettant en danger les espèces locales. Ces exemples rappellent que la réussite ne dépend pas seulement du geste initial, mais d'une gestion patiente et concertée. Très vite, un autre effet, inattendu, surgit. Dans bien des écoles rurales, les repas s'améliorent. Les assiettes accueillent du poisson frais. Les enseignants constatent une baisse de la fatigue, des absences et surtout les premiers signes d'un recul de la malnutrition infantile. Ce n'est plus seulement une question de souveraineté, c'est aussi une question de santé publique. La renaissance des rivières érige une première ligne de défense contre la faim. Les caméras ne filment plus seulement Ouagadougou. Elles s'attardent sur des villages où les femmes, longtemps invisibles, s'organisent en coopératives. Dans ces groupes, elles apprennent à transformer la pêche en filets séchés, en conserves, en plats prêts à être distribués sur les marchés et jusque dans les écoles. La mobilisation féminine n'est pas un détail. Ce sont elles qui nourrissent, qui transmettent, qui font circuler le poisson du fleuve à l'assiette, tissant de nouvelles solidarités et fortifiant l'économie locale. Chaque rivière porte sa part de menaces. Le miracle peut-il survivre aux périls internes et aux ambitions extérieures? À l'aube de cette nouvelle ère, la vigilance s'impose. Ceux qui ont misé sur la renaissance des rivières savent que tout peut encore basculer. Un rapport du ministère de la Santé, publié 6 mois après l'opération, montre que la proportion d'enfants souffrant d'insuffisance pondérale a baissé de 10% dans les zones riveraines. À Tenkodogo, des infirmières témoignent avoir vu moins de cas de kwashiorkor. À Waiguya, un directeur d'école affirme que la fréquentation scolaire a augmenté, car les parents savent que leurs enfants recevront un repas complet à midi. L'enjeu pourtant dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. Si le pari de l'abondance réussit, c'est tout un modèle qui pourrait s'exporter, inspirant une vague d'émancipation alimentaire sur le continent africain. Mais si le rêve échoue, si les rivières s'assèchent ou si les coopératives s'effondrent sous la pression extérieure, alors l'espoir d'une Afrique nourrie par ses propres mains pourrait s'éteindre pour une génération entière. Mais la révolution est aussi politique. Un nouveau lien se tisse entre l'État et la population. Loin des promesses creuses et des plans venus d'ailleurs, la présence concrète de l'État dans les villages, filets et bassins à la main, rallume la confiance. L'État cesse d'être une entité lointaine, il devient partenaire. Les gens se sentent enfin écoutés, respectés. La dignité refait surface là où régnait résignation et défiance. Mais le miracle de la rivière n'est encore qu'un souffle fragile face à la corruption, à la pollution et à l'avidité. Libérer 150 tonnes de poissons n'est qu'un début. Comment transformer ce frémissement de vie en rempart durable contre les menaces? La Renaissance attire déjà de nouveaux prédateurs. Les braconniers organisent leurs réseaux, les mines rejettent leurs effluents, les détournements de fonds publics se multiplient. Les poissons, devenus symboles d'indépendance, excitent la convoitise des mafias comme des profiteurs. La rivière affranchie pourrait à tout moment retomber sous le joug de la corruption ou de la surpêche. La riposte prend racine dans la collectivité. Cette fois, le gouvernement choisit la décentralisation et fait confiance aux citoyens. Aux communautés riveraines revient la gestion directe de leur eau. Elles instaurent des zones protégées, organisent des patrouilles et associent anciens et jeunes à la défense du bien commun. La première ligne de défense, c'est la formation. Ateliers pour les pêcheurs, éducation écologique pour les enfants, campagne pour dénoncer les abus. Dans le village de Kompienga, un comité de surveillance a été mis en place, composé de 6 anciens pêcheurs, 3 femmes et 2 jeunes. Ils patrouillent chaque nuit, équipés de lampes et de radios, pour empêcher la pêche illégale et signaler toute pollution suspecte. À Dédougou, une initiative citoyenne a vu le jour. Chaque pêcheur doit déclarer sa prise à la coopérative qui enregistre les quantités et veille au respect des quotas. Désormais, la souveraineté ne repose plus sur la seule volonté d'un chef charismatique. Elle se construit au quotidien par la vigilance partagée et la solidarité. Le défi, résister à la tentation du profit rapide, refuser la compromission, surveiller chaque filet, contrôler chaque marché, écouter chaque plainte.
C'est ainsi que la nouvelle institution s'enracine. La rivière n'est plus seulement un lieu de subsistance, elle devient le théâtre d'un combat national pour la dignité et l'autonomie. Mais la victoire reste fragile, suspendue à la volonté collective de préserver ce nouvel élan. Pourtant, le danger persiste. Si la vigilance faiblit, si l'institution cède à la corruption ou aux pressions extérieures, tout peut s'effondrer. La dépendance n'attend qu'un relâchement pour ressurgir. C'est ensemble que les communautés doivent défendre la ressource qui les nourrit jour après jour. Le bilan, en moins d'une année, est saisissant. Les importations de poissons congelés reculent, les marchés locaux reprennent vie, la malnutrition infantile diminue visiblement. Les familles retrouvent confiance dans leurs ressources. L'argent circule dans le pays, la dépendance à l'extérieur s'efface peu à peu, la dignité nationale renaît. Ce n'est plus un exploit isolé, mais une institution vivante ancrée dans la vie quotidienne. On a longtemps tourné en dérision leurs rivières. Aujourd'hui, elles sont devenues un modèle. Et vous, de quel côté de l'histoire choisirez-vous de vous placer? Mais s'en inspirer, c'est ouvrir la porte à une révolution qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Ce qui s'est passé au Burkina Faso dépasse largement l'histoire de quelques poissons relâchés. C'est la démonstration concrète qu'un peuple, face aux modèles imposés, peut décider de puiser sa force dans ses propres ressources. Là où beaucoup ne voyaient que dépendance, Ibrahim Traoré a choisi la souveraineté, poisson après poisson, repas après repas. Chaque tilapia rendu à la rivière, chaque carpe ou silure pêchée, ce n'est pas qu'un ingrédient de plus dans l'assiette. C'est un acte de résistance. Un refus des chaînes invisibles de l'importation, du modèle dicté par d'autres. Négliger cette leçon, c'est accepter de rester prisonnier, de laisser la faim dicter la dignité. Pour renforcer la résilience du système, plusieurs pistes concrètes s'ouvrent. Premièrement, la diversification des espèces introduites en veillant à préserver la biodiversité locale. Deuxièmement, le développement de filières de transformation locale, conserverie, fumage, séchage, permettant de créer des emplois et de limiter les pertes post-capture. Deuxièmement, l'investissement dans la recherche, des partenariats avec l'université de Ouagadougou et des instituts africains pour étudier l'adaptation des poissons, prévenir les maladies et évaluer l'impact écologique. Troisièmement, la formation continue des pêcheurs, pour intégrer les techniques modernes tout en respectant les savoirs traditionnels. Quatrièmement, la conservation des ressources, tenant à préserver la biodiversité locale tout en évaluant l'impact écologique. C'est un pari dangereux, car les anciens modèles résistent. La dépendance alimentaire demeure, pour de nombreux pays, la norme. Pourtant, rejeter le fatalisme, c'est choisir d'oser. Oser croire que la liberté commence dans l'assiette. Derrière chaque repas issu de ces eaux, une nation affirme « Le pouvoir de nourrir, c'est le pouvoir de décider ». Nourrir sa population n'est pas un luxe, c'est le socle de toute indépendance authentique. La souveraineté ne se proclame pas seulement, elle se bâtit dans chaque filet rempli, chaque marché approvisionné, chaque enfant rassasié par la richesse de sa terre. La souveraineté peut-elle réellement s'ancrer dans chaque poisson, chaque repas? L'histoire du Burkina Faso prouve que c'est possible. Mais cette histoire reste à écrire. Elle dépend de chaque geste, de chaque volonté de transformer l'abondance retrouvée en système durable. Elle dépend aussi de celles et ceux qui, ailleurs en Afrique, auront le courage de réinventer leur rapport à la terre, à l'eau, à la vie. Dans ce combat, le risque n'est pas seulement de rater une récolte ou de perdre un pari écologique. Le véritable enjeu, c'est de ne pas oser conquérir l'indépendance. Car chaque occasion manquée laisse la porte ouverte au vieux schéma, à la résignation, à la perte de dignité. À présent, il nous appartient de choisir. Laisser le courant emporter nos espoirs ou construire, poisson après poisson, un autre avenir. Peut-on nourrir une révolution, un repas à la fois? Regardons plus loin encore. Imaginons un Burkina Faso où, dans 20 ans, chaque enfant connaîtrait le goût du poisson issu des eaux de son pays. Chaque famille aurait la certitude de pouvoir nourrir les siens sans dépendre d'un cargo venu d'Europe ou d'Asie. Imaginons des villages prospères, où la pêche, l'agriculture et l'élevage formeraient un cercle vertueux, où la richesse ne s'enfuirait plus vers les grandes compagnies étrangères, mais irriguerait les écoles, les dispensaires, les marchés locaux. Imaginons un continent où l'exemple du Burkina Faso ferait école. Au Bénin, des coopératives relancent la pêche sur le fleuve Ouémé. Au Rwanda,
Les lacs sont repeuplés. Au Tchad, de jeunes ingénieurs créent des bassins piscicoles dans le désert. Partout, l'idée fait son chemin. La souveraineté alimentaire n'est pas une utopie, mais une stratégie d'avenir. Car au fond, ce pari sur le poisson est un pari sur l'humain. C'est la confiance dans la capacité d'un peuple à se relever, à inventer, à défendre ce qui lui appartient. C'est croire que, face à la mondialisation et à la tentation de l'assistanat, il existe une voie plus digne, plus durable, celle de la souveraineté par l'action, la solidarité et la persévérance. Mais pour que ce rêve se réalise, il faut plus que des discours. Il faut un engagement de chaque instant. Surveiller les rivières, former les générations futures, protéger les ressources contre la cupidité et l'oubli. Il faut accepter les erreurs, apprendre de chaque échec, corriger chaque dérive. Il faut, surtout, que chaque citoyen se sente responsable de ce bien commun, que la fierté retrouvée ne cède jamais la place à l'indifférence ou au découragement. Alors, la prochaine fois que vous verrez une rivière burkinabé, souvenez-vous, ce n'est pas seulement de l'eau qui coule, mais l'histoire d'un peuple qui a décidé de ne plus laisser son destin dériver au gré des courants venus d'ailleurs. Et si, finalement, l'avenir d'un pays se jouait vraiment sur la fragile écaille d'un poisson? Le Burkina Faso a choisi d'y croire. À chacun désormais d'en tirer la leçon.